Sur la fin des années 90, c'est très particulier parce qu'on bon, on sort d'une situation où, en Algérie, par exemple, bon, ben, on sort d'une guerre civile qui a été très compliquée pour la France parce qu'elle a eu des répercussions avec des attentats. Ensuite, il y avait une volonté un peu de, voilà, à la fois de tenir un statu quo et de ne pas trop apparaître comme un acteur qui soutient le régime. Donc, mais voilà, mais du point de vue des groupes armés, ça a été compliqué à accepter. Et donc, on a eu beaucoup de menaces, très concrètement. Donc, c'est une période un peu de, voilà, de huis clos pour l'Algérie, de relations très particulières, où les autorités algériennes étaient quand même quasiment pas fréquentables. Quant à la Libye, ben, c'est une période aussi un peu compliquée parce elle était sous embargo, donc la France était quand même assez impliquée dans cette volonté avec les États-Unis d'embargo, parce que la Libye avait une politique anti-française, hein, globalement sur le continent. Il restait la Tunisie, où là, plutôt, les relations étaient, disons-le, assez excellentes avec la Tunisie de Ben Ali, qui était valorisée parce on mettait en avant la stabilité, la sécurité de ce pays par rapport à ses deux grands voisins. Et puis, on avait une relation je dirais plutôt constructive avec, disons, à la fois la fin du règne de Hassan II et l'avènement de Mohamed VI, où là, bon, on était un peu dans l'expectative, mais sans non plus trop avoir d'inquiétude sur peut-être à tort d'ailleurs, le chemin que prendrait le Maroc par la suite. Très clairement, je pense que au moins de 1950-60 jusqu'aux années 80, Euh, de fait, il y a une situation disons, d'influence française sur cette région indépendante qui, disons, s'illustre par des accords de coopération, y compris avec l'Algérie, hein, donc, où on a encore des milliers de coopérants français qui restent au Maghreb, en fait, donc, après l'indépendance. On a également des tissus économiques extrêmement compliqués à mettre en œuvre et en marche en Afrique du Nord. Donc la France reste encore, disons, un débouché et un partenaire central. On a également des accords de circulation de travailleurs, de salariés, donc tout ça renforce. On met en place, disons, toute une série de réglementations qui permettent aux étudiants, aux familles de se regrouper, etc. Donc, et puis la langue, de fait, la langue est encore parmi les élites, en particulier voilà, du coup pour le Maghreb francophone, par la France. La Libye, c'est très différent, reste encore très, disons, très marquée par cette présence française. Il faut dire aussi qu'on a une politique à ce moment-là qui, bon, voilà, une fois qu'on est sorti de la période de Valéry Giscard d'Estaing, bon, avec, disons, grosso modo, on va dire avec Mitterrand après, on a quand même une volonté voilà, d'orienter la France vers ailleurs que le Maghreb, hein, c'est très clair. Mais en même temps, on est très sensible au fait que le Maghreb, c'est une belle caisse de résonance sur l'Afrique et le Moyen-Orient, hein. Donc, elle est encore une puissance, entre guillemets, disons, certes, pas mondiale au sens où on l'entend, mais voilà, qui fait entendre sa voix entre l'URSS, les États-Unis. Au XXIe siècle, la voix de la France est totalement diluée dans celle de l'Europe. Elle a absolument plus d'originalité, que ce soit sur l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient. Enfin, on n'est plus du tout dans une voie spécifique. Et donc, son économie n'est plus du tout une économie qui va apparaître comme, disons, incontournable, tout simplement parce que depuis, il y a la Chine, il y a la Turquie, le Brésil, l'Inde. Enfin, je veux dire, il y a toute une série d'autres pays qui peuvent apporter tout à fait ce que les pays d'Afrique du Nord pourraient avoir besoin, que ce soit des centrales nucléaires civiles, des produits agricoles, des produits industriels, des biens de consommation. Enfin, tous ces biens-là, aujourd'hui, sont disponibles ailleurs, hein, donc souvent moins chers d'ailleurs, hein. Donc, du coup, on est dans une attente qui est quasiment plus du tout en termes de besoins, de nécessités. En revanche, on avait, du point de vue du Maghreb, hein, bien évidemment, on avait l'espoir, certains diraient l'illusion, de penser que la France serait, entre guillemets, une sorte de pays partenaire allié dans cette construction européenne qui octroierait à la région du Maghreb, disons, des avantages commerciaux, économiques, financiers par rapport à l'Union européenne, et que la France serait un peu la passerelle, hein, disons, vers Bruxelles. Et finalement, ça ne s'est pas vraiment fait, parce que pour des raisons diverses,
mais on n'a pas eu ce sentiment de retour-là, hein, du point de vue du Maghreb. Parfois, c'est un peu injuste, parce que la France a joué un rôle quand même important au sein de l'Union européenne, d'Afrique du Nord, mais c'est pas le sentiment ni la croyance en ce début du 21e siècle. Et du point de vue français, c'est quand même assez intéressant de voir que la France est, voilà, elle est beaucoup plus orientée dans tous ces échanges commerciaux, financiers, économiques vers les pays du Golfe. Le Maghreb, c'est vraiment, enfin, ce qui se comprend. Les grandes puissances émergentes sont dans le Golfe. Elles ne sont pas au Maroc, elles ne sont pas en Tunisie, elles ne sont pas en Algérie, elles ne sont pas du tout en Libye. Donc on est plutôt orienté vers l'Égypte, voilà, qui intègre les BRICS, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite. C'est ça finalement disons, l'orientation vraiment française. Le Maghreb, c'est devenu un peu comme le Sahel, c'est-à-dire c'est juste une forme de, disons, d'influence géopolitique ou linguistique ou géographique, mais c'est plus du tout une influence économique ou commerciale. L'Espagne est là, l'Italie est là, enfin, l'Allemagne est là. Enfin, pour la France, c'est rien que du point de vue européen, elle a des concurrents de partout en fait sur cette région-là. En fait, on l'explique assez simplement, tout simplement parce que comme il n'y avait pas de perspective pour les pays du Maghreb vers l'Union européenne, bon, l'élargissement ne pouvait pas se faire vers le sud pour des raisons politiques propres aux pays de l'Union européenne, qui considéraient que s'il y a élargissement, c'est vers l'est et c'est pas du tout vers le sud que cela se ferait. Donc il fallait trouver une voie, entre guillemets, de réconfort en fait pour les pays d'Afrique du Nord. Donc, qui était de dire, écoutez, si vous n'entrez pas dans l'Union européenne, vous pouvez faire partie d'un grand ensemble dans lequel, chapeauté dans le sud par la Turquie, parce qu'à ce moment-là, les relations, bon, voilà, il y avait l'idée de placer la Turquie comme pour offrir aussi une voie de réconfort qui n'avait pas besoin du tout, la Turquie. La Turquie est une puissance mondiale émergente et c'était assez, d'ailleurs, très arrogant de notre part de penser qu'il fallait réconforter la Turquie à ce niveau-là. Mais bon, c'était de dire, voilà, la Turquie pourrait être un petit peu une sorte de chapeau sur l'Afrique du Nord, une sorte de néo-ottomanisme, hein, c'est un peu comme cela qu'on qualifiait cette politique. Et donc, vous seriez dans cette union pour la Méditerranée des partenaires de l'UE, sans pour autant être des membres, etc. Après, quand on a commencé à obtenir le détail de ce qui était pensé comme mise en action de cette union pour la Méditerranée, bon, là, les bras sont tombés hein, des pays du Maghreb. On était sur la dépollution de la Méditerranée, on était sur des sujets qui étaient finalement tellement loin des préoccupations des pays du Maghreb à ce moment-là. Qui plus est, on sollicitait l'Algérie pour contribuer financièrement à cette politique. Donc voilà. Et très vite, les pays du Maghreb ont pris la mesure que ce projet finalement était un projet assez unilatéral français et que l'Allemagne n'était pas forcément emballée, et que finalement, la puissance européenne, le centre s'était déplacé très clairement de Paris vers Berlin, et que ça servait vraiment pas à grand-chose de continuer avec cette approche-là. Voilà, c'est-à-dire finalement, c'était accompagné d'aucune mise en œuvre concrète, et puis ça partait d'une ambition quand même assez datée, d'une capacité française à mener un tel projet pour l'Europe dans le sud de la Méditerranée. Bon, voilà. Je pense que très vite, on a pris la mesure de cette limite-là du côté du Maghreb. C'est très clair enfin, pour beaucoup de spécialistes du Maghreb, il y a un sentiment de gâchis, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y avait quand même on va dire des acquis importants, acceptés ou pas, mais ces acquis étaient là, et que finalement, on n'a pas suffisamment exploité finalement cette facilité que la France pouvait avoir avec le Maghreb. Et c'est souvent le drame, c'est que c'était tellement facile que finalement, on n'a pas fait d'effort du côté français. On a estimé que, bon, de toute manière, ça sera toujours comme ça avec eux, donc on ne va pas trop insister. Et donc voilà, donc du coup, on se disait, la langue, elle est là, on ne partira pas. En fait, oui, la langue, elle est là, mais elle est partie. Je veux dire, on va en Tunisie, tout est en arabe. On va en Algérie, tout est en arabe. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est fini. Enfin, c'est parce que justement, ce travail n'a pas été poursuivi. Ne parlons pas de la Libye. Il reste le Maroc qui fait encore un effort, et on se demande pour combien de temps, mais vraiment d'accepter voilà, une très grande diffusion de la langue française, avec des lycées français, etc. Mais il faut espérer qu'on ne fasse pas avec le Maroc les mêmes erreurs qu'avec l'Algérie et la Tunisie, hein, en termes de sentiment d'acquis et
disons, de facilité. Donc, on aurait pu développer d'autres types, et en particulier l'éducation était une ressource, mais la santé également. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui a pris ce secteur en Afrique du Nord, c'est pas du tout la France. On aurait pu également travailler davantage tout ce qui relève finalement des médias, des arts. Enfin, il y a énormément disons, de perspectives. Alors, il ne s'agit pas de dire que la France n'a rien fait. Il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de propositions. On ne peut rien faire si ça ne fonctionne pas, disons, des deux côtés. Mais, mais l'avantage et l'asymétrie, elle est en faveur de la France. Donc, du coup, c'est plus facile de critiquer la France que finalement des pays dont les moyens, les ressources, la politique est beaucoup plus compliquée. Donc, à ce niveau-là, c'était à nous de trouver les moyens, les chemins, le langage et surtout l'effort pour pouvoir justement arrimer autant qu'on le pouvait cette région finalement disons, aux perspectives que la France aurait pu développer. C'est très clair que les printemps arabes viennent un peu, disons, voilà, rappeler l'idée qu'il y a des sociétés civiles, qu'elles ont été plutôt oubliées pendant des décennies au profit de régimes autoritaires, etc. Et que ces sociétés civiles ont l'espoir ou l'ambition voilà, de diriger ces nouveaux États. Du point de vue français, c'est clair qu'on a, voilà, on a raté le coche avec la Tunisie. Enfin, c'était même assez, c'était à la fois tragique-comédie, tragique et comique, parce que notre ministre de l'Intérieur de l'époque proposait enfin, d'aider les forces de sécurité tunisiennes à gérer, à manager les manifestants, les foules, etc. Enfin, c'est comme si on était dans une émeute, en fait. On ne voyait pas que c'était une révolution. Du point de vue de la Libye, bon, ben là, on contribue au renversement d'un régime. Alors, ça peut être discutable, mais pour beaucoup, ça pouvait être plutôt bénéfique. Mais ensuite, on se désintéresse complètement de la Libye parce que finalement, le coût, la charge est énorme. On se rend compte qu'une fois qu'on a renversé le régime, il faut faire un État. Et donc, on n'a aucune envie de s'engager dans une telle perspective. Quant à l'Algérie, c'était disons, il y avait eu à la même période un gros investissement du président de l'époque, donc François Hollande, qui se rend après les printemps arabes. Son premier voyage dans la région, c'est en Algérie, c'est pas en Tunisie. Ça a été une source de déception pour les Tunisiens assez importante, parce que c'était la Tunisie qui était en train d'ouvrir le chemin démocratique, et puis nous, on choisit plutôt d'aller voir Bouteflika, enfin en Algérie. Donc c'était un peu incompréhensible. Il y avait l'idée que finalement, on voulait renouer les liens avec ce pays. On a imaginé des tas de choses, mais au final, l'Algérie va choisir comme partenaire commercial majeur la Chine, qui va dépasser la France après 2013, et comme fournisseur d'armes la Russie, et comme investisseur la Turquie. Donc le message, il était quand même explicite, c'est-à-dire on pouvait faire autant disons, de manèges qu'on le souhaitait en Algérie. Voilà, les choix étaient faits, hein, les choix étaient faits, et puis progressivement, on va, disons, faire en sorte que l'Italie, parce qu'il faut un partenaire européen pour l'Algérie, l'Italie puisse progressivement se substituer à la France. C'est un peu le chemin que prend aujourd'hui les relations entre la France et entre France, Italie, Algérie. C'est que du côté algérien, c'est voilà, c'est pour pas être accusé de pas vouloir être avec l'Europe, on met l'Italie au milieu et ça fait des convergences d'intérêts dans le gaz, dans le pétrole, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, qui fonctionnent. Et du côté italien, on a perdu la Libye, en partie à cause de la France, hein, ça c'est le discours italien, donc on se positionne sur l'Algérie. J'ai pas l'impression que du côté français, on en pleure. Je crois que voilà, on voit bien que la politique de Macron ces dernières années, c'est quand même essentiellement de trouver une forme de réconciliation historique, mémorielle, philosophique, mais que sur le plan commercial et économique, enfin, on sait que c'est perdu, quoi. Enfin, c'est vraiment, voilà, ce sera le temps joue en notre défaveur en Algérie d'une manière ou d'une autre. Le Maghreb se tourne vers ces nouveaux acteurs qui aujourd'hui constituent, voilà, au sein des BRICS par exemple, une force économique, financière assez considérable, mais c'est aussi des partenaires qui, du point de vue politique, disons,
s'interdisent en fait de porter ces jugements que nous, en France, nous avons trop facilement sur nos anciennes colonies, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou le Maghreb. Enfin, on a quand même des propos un peu à l'emporte-pièce comme ça sur les régimes ou sur les personnes qui les dirigent, ce qui est plus du tout, enfin, mais alors vraiment, plus du tout, comment dire, compréhensible par les sociétés de ces pays-là. C'est-à-dire, ils ont le sentiment qu'on n'a pas compris qu'ils sont indépendants. Et que donc, au nom de quoi on se permet comme ça de juger leur régime, de juger leurs dirigeants. Enfin, et ça nous coûte chaque fois énormément. Enfin, les propos du président Macron sur la junte militaire en Algérie, ça a été une catastrophe. Juste après, les Algériens voilà, ils ont cessé de vouloir acheter du blé français alors qu'on était le premier fournisseur de blé à l'Algérie. Ils se sont tournés immédiatement vers la Russie, etc. Heureusement pour nous qu'il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine et que du coup, ils sont un peu revenus vers disons, les céréaliers français. Mais sinon, les céréaliers français étaient en train de se dire, mais là, c'est fou, on se tire une balle dans les pieds. Enfin, on est en train de critiquer le seul pays qui nous achète notre blé au prix où il achète, comptant. Enfin, voilà, enfin, ça fait longtemps que l'Égypte s'approvisionne en Russie, que les grands pays. Et l'Algérie était un des derniers pays, entre guillemets, du Sud à continuer à acheter du blé français. Donc ça, c'était assez. Et je pense qu'on ne mesure pas ce type de propos, c'est-à-dire on croit qu'on peut dire ce qu'on veut sans conséquence. Voilà. Et là, je trouve que les autres partenaires sont beaucoup plus, disons, responsables, cohérents et surtout, disons, pragmatiques par rapport à ces échanges-là. Alors, la question du Sahara occidental, c'est intéressant parce que ça, voilà, pendant, disons, des décennies, hein, on va le dire comme cela, grosso modo, 75 au moins, donc ça fait quand même bien 40 ans aujourd'hui, presque, que, en fait, on s'est évertué en Europe et en particulier en France à ne pas publiquement afficher son soutien. Donc, on sait que globalement, la plupart des pays européens, y compris la France, penchent pour la solution marocaine, mais personne ne souhaitait avoir des problèmes avec l'Algérie pour différentes raisons, pour des questions énergétiques, des questions migratoires, des questions politiques, mais aussi des questions diplomatiques. Voilà, on sait que les Algériens, bah, à leur manière, ils sanctionneront avec leurs moyens et, disons, ce type, disons, d'approche. Et puis, on a eu, disons, avec l'administration Trump, voilà, un tweet comme ça assez dévastateur du point de vue diplomatique a consisté à dire, bon, ben voilà, maintenant on arrête ce Conseil de sécurité, ces résolutions, tout ça, c'est marocain, point à la ligne, hein, donc on doit s'y conformer, c'est fini. Et c'est tombé à un moment donné où justement l'Espagne, en pleine crise énergétique, etc., euh, disons, a fait vraiment une bascule extrêmement importante. L'Espagne était un partenaire de l'Algérie pendant ces 40 années. Elle était plutôt même en conflit avec le Maroc sur beaucoup de sujets. Et puis l'Espagne a décidé de radicalement changer son approche et de devenir pro-marocaine, et donc d'appuyer la politique marocaine en contrepartie voilà, d'une vraie coopération. L'Espagne a, entre guillemets, clarifié sa politique par rapport à sa géographie. Elle a estimé que le Maroc était finalement, du point de vue migratoire, sécuritaire et économique, son arrière-cour, son sud, et que le veuille ou non, que les Espagnols aiment ou pas les Marocains, parce que dans la société espagnole, c'est loin d'être évident d'avoir cette approche avec le Maroc, il fallait faire du Maroc un partenaire. Voilà. Donc c'est une sorte après le Portugal, historiquement le grand ennemi et rival de l'Espagne, là c'était le Maroc, et donc maintenant il y a l'idée presque de dire Royaume du Maroc, Espagne, Portugal, on est dans le même bateau. Donc il faut maintenant travailler ensemble vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la Méditerranée, vis-à-vis de beaucoup de sujets. Et donc on se positionne sur les choix marocains, c'est évident, à ce niveau-là. Du point de vue français, on n'a pas du tout disons, cette approche géographique disons, du politique. On sait qu'il ne faut pas avoir de problème avec l'Algérie parce que c'est compliqué après à gérer. On a des compatriotes algériens, franco-algériens, d'origine algérienne, etc. Donc ça serait compliqué à gérer. Mais en même temps, on est, voilà, on ne sait pas trop vers qui aller. Donc on est brouillé avec le Maroc parce qu'on ne se positionne pas en sa faveur.
On n'a pas pour autant de bonnes relations avec l'Algérie, parce que finalement, elle a d'autres. L'Algérie ne peut pas faire de la France son partenaire. C'est politiquement, socialement insoutenable. La société algérienne n'est absolument pas, disons, prête, ouverte à ce type de relations. Et donc, du coup, on fait avec moindre mal la Chine, la Russie, ou l'Italie. Enfin, ça, voilà, ça permet de continuer à faire des affaires sans forcément générer des critiques à ce niveau-là. Donc nous, on a un peu de mal là-dessus, et c'est toute la difficulté, mais il faut dire aussi que nos grands investissements vers l'Afrique, bah, ils sont pas. Voilà, c'est plutôt aujourd'hui les pays anglophones. On est sur le Ghana, le Nigeria. Enfin, je veux dire par là que on a très vite compensé progressivement on est toujours important. On est dans le top 3, 5 des partenaires de ces pays, il n'y a aucun problème là-dessus, mais on n'est plus du tout en situation, disons, criante de leadership dans cette région, et ce qui veut dire que progressivement, à l'horizon 2050, on sera peut-être, je sais pas, troisième ou quatrième partenaire de ces pays-là, en fait, à ce moment-là. Bien sûr, je crois qu'il y a des chiffres qui sortaient, alors je ne sais pas s'ils sont vérifiables ou pas, on disait qu'il y a à peu près 10% des Français qui ont une origine algérienne, soit en tant que pied noir finalement, soit en tant que immigré algérien par les parents, soit en tant que franco-algérien né ici, mais avec un passeport ou autre, etc. Donc 10%, c'est énorme, hein. Donc ça fait quand même 6, presque 6 millions de personnes voilà, qui ont une origine, ou du moins un lien avec l'Algérie, et du coup, ça peut jouer. Jusqu'où, j'avoue que bon, là, c'est la sociologie électorale, je ne sais pas, je pense que c'est très clair que on ne peut pas non plus on peut pas jouer contre l'Algérie, ça c'est évident que ça générerait peut-être toute une série de problèmes sociétaux, mais au-delà de cela, il y a aucun intérêt aussi je veux dire, à avoir une approche qui serait contre l'Algérie, dans le sens où notre intérêt, c'est quand même plutôt d'accéder au marché algérien, d'accéder à la société algérienne, d'accéder à ses consommateurs algériens, si en contrepartie on accède à une énergie sécurisée, pourquoi pas. Mais on voit bien qu'il y a, voilà, ça suppose des conditions qu'on ne voit pas se mettre, et je trouve que voilà, on les a un petit peu ratées ces dernières années, parce on a peut-être voulu discuter de sujets qui étaient quand même assez sensibles et pas forcément les plus pragmatiques. Enfin, moi, j'avoue, hein, j'ai jamais compris pourquoi on se préoccupe autant avec l'Algérie de ces sujets historiques et mémoriels, là où pour l'Algérie, enfin, ça n'a aucune. Voilà, voilà. Enfin, l'Algérie est un pays qui a besoin d'investisseurs, d'entreprises, voilà. Et alors on est très peu actif et on a très peu de communication là-dessus, quoi. Enfin, on est plutôt en train, à chaque fois, de chercher comment devenir amis, comment devenir. Alors que cette amitié peut se construire par des projets dans la durée, la confiance peut s'instaurer, et au final, on pourrait aborder des sujets sensibles tout en se respectant, mais on n'est pas du tout là-dedans, dans ce type d'approche. Disons, moi, le sentiment que j'ai et les propos que j'ai pu entendre par-ci et par-là, c'est que, par exemple, entre la France et l'Algérie dans les années 90, il y a quand même une coopération, on va dire, judiciaire, mais en même temps sécuritaire, extrêmement efficace, et peut-être aussi je dirais, constructive, hein. Donc, beaucoup de ceux qui ont travaillé en France durant cette période-là, avec l'Algérie et avec les Algériens, disent que c'est une opération qui fonctionnait, et à juste titre, parce que voilà, la France se sentait quand même assez comment dire, assez menacée par cette situation des groupes armés en Algérie. La Tunisie de Ben Ali, ben, finalement, c'était un peu le modèle, hein, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec l'Europe, la France, etc. Il y avait de fait une politique assez importante. Le Maroc, on peut penser que c'est plutôt à partir vraiment plutôt des années 2000, en fait, après les attentats du 11 septembre, où là, il y a vraiment on mesure le fait que les Marocains ont quand même voilà, des relais en Europe importants, utiles, qui peuvent contribuer à la sécurité collective des Européens. Et donc, on en prend la mesure. Il y aura des hauts et des bas, parce que les Marocains voudront des contreparties, etc. Et je dirais même un pays comme la Libye, hein, après le 11 septembre, Kadhafi se positionne aussi.
et devient un contributeur quand même assez efficace d'informations, d'analyses, de données sur des groupes djihadistes qui auraient pu, à une époque ou à une autre, travailler pour la Libye de Kadhafi ou transiter par la Libye, etc. Donc c'est voilà, il me semble que c'est 90, puis après, bien sûr, après 2001, ça s'intensifie, et peut-être après les révoltes arabes, ça se déstructure un petit peu, ça s'affaiblit peut-être même pour certains, parce que finalement, les appareils sécuritaires changent, les objectifs aussi, hein, donc il ne s'agit plus et puis ça revient avec notamment 2015-2016, avec les menaces de l'État islamique, avec les inquiétudes de Daesh, etc., où là peut-être on voit que quand même se reconstruisent très vite avec la Tunisie, avec le Maroc, etc., des liens importants sur le plan sécuritaire. Alors ça, c'est un point vraiment important parce que c'est essentiel sur le plan politique en Europe, mais pas seulement en France, mais c'est vraiment sur le plan politique. Et là, par contre, il y a quand même il y a des désaccords, pour pas dire des interprétations et des pratiques très divergentes, parce que finalement, dans les chemins migratoires qui sont pris par les Maghrébins, donc que ce soit vers l'Italie ou vers la France, il y a eu une crise en fait, et qui avait été rappelée ces 2 dernières années sur le fait que les Maghrébins le taux finalement d'acceptation de retour des migrants dans le pays d'origine était quasiment insignifiant par rapport à ce que, voilà, à ce que proposait le ministère de l'Intérieur en France. Et ça avait donné lieu à des joutes entre notre ministre de l'Intérieur et le président algérien. Le président algérien n'hésitant pas à le traiter de menteur, etc., en disant que les chiffres n'étaient pas vrais. Enfin, donc là, il y a un vrai sujet qui est finalement euh, qu'est-ce qu'on fait des migrants maghrébins illégaux en France? Euh, Comment on fait pour les renvoyer si leur pays d'origine ne les veulent pas, hein? Donc là, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est est-ce qu'on peut demander du coup aux pays du Maghreb en contrepartie faire en sorte qu'ils vraiment ils combattent effectivement et efficacement les réseaux de migrants clandestins. Là, on voit bien que c'est aussi compliqué, hein. La Tunisie nous le montre, la Libye également. Enfin, donc c'est un peu difficile. En gros, l'idée de faire du Maghreb une sorte disons, de première ligne de défense du sud de l'Europe par rapport aux migrants essentiellement d'Afrique subsaharienne et nord-africains, c'est quand même assez compliqué. Et on voit bien que les mises en avant financières qui sont proposées ne suffisent pas, très clairement, quoi. Enfin, la Tunisie nous l'a montré cette semaine, où on a un président voilà, qui dit on ne veut pas la charité, quoi. Enfin, c'est pas vos 150 millions, dont 70 millions ont déjà été décaissés, qui vont nous amener à faire la police pour vous. Donc, et alors que nous, on est encore dans cette idée-là. Les propos du président Macron étaient là. Regardez-nous, on accepte bien que de faire la police des frontières pour les Britanniques, pourquoi vous ne le faites pas? Enfin, voilà. Après, il y a eu un très beau texte voilà, du sociologue donc errant dans Le Monde, en fait, où là, il dit que finalement, ça marche même pas entre la France et les Britanniques, les bateaux, les small boats continuent à partir vers le Royaume, enfin, il n'y en a jamais eu autant, enfin, et que du coup, voilà, cette question migratoire, en effet, elle est problématique, parce que finalement, on ne sait pas trop comment y répondre, en fait, et on l'a bien vu à Lampedusa ces derniers jours, malheureusement, quoi. Il y a à la fois l'explication vraiment économique, c'est que l'Égypte, depuis une quinzaine d'années, bah, connaît quand même voilà, une croissance et une attractivité qui est indéniable, hein. Sur son PIB, le PIB de l'Égypte, je crois qu'il est d'un peu plus de 400 milliards de dollars, il correspond à l'ensemble des pays de l'Afrique du Nord aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on prend la Libye, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, ça ne dépasse pas le PIB, disons, de l'Égypte. Donc, économiquement, c'est un peu comme le Nigeria, c'est un pays qui est émergent, qui est attractif. Son code commercial et son code des investissements, bah, il est extrêmement intéressant. On y trouve quasiment toutes les grandes entreprises du CAC 40 sont en Égypte, hein. Il n'y a pas de... Et je crois, si je me rappelle bien de mémoire, parce que j'avais fait une mission au Caire il y a un an, je crois que le stock des IDE français au Caire, il est 3 fois supérieur à celui qu'on a en Tunisie, par exemple. Donc, voilà, je pense qu'il y a d'abord cette dimension économique, hein, d'un pays qui est
qui, à la différence du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, etc., voire de la Libye, est assis sur disons, une trajectoire économique extrêmement attractive, même si elle soulève des tas je suis bien conscient, de questionnements, l'endettement, la redistribution, etc. Enfin, tout ça pose des problèmes à l'Égypte, mais globalement, ça montre ce chemin-là. Le deuxième, c'est qu'il y a une convergence aussi idéologique, très claire. L'Égypte de Sisi, par exemple, c'est une Égypte anti-frères musulmans, ce qui, en France, quand même, tout parti politique confondu, une approche plutôt bien vue. C'est-à-dire, on est au-delà d'être anti-islamiste, il y a cette idée de combattre les frères musulmans, et les Égyptiens le font sans trop de difficultés, avec plutôt de bonnes relations. Et enfin, on a avec l'Égypte, disons, un marché, on a eu une ouverture du marché militaire quand ça a flotté entre l'Égypte et les États-Unis, notamment après 2013, 2014 ou 2015, où c'était un peu flou la position des États-Unis sur l'Égypte de Sisi. Du côté français, on a quand même voilà, restitué 2 navires de guerre qui étaient destinés à la Russie de Poutine. Ils sont partis du côté de l'Égypte. Ça a ouvert un peu des perspectives de coopération, le Rafale, etc. Enfin, il y a des, il y a des, disons, des projets comme ça militaires qui, je dirais, favorisent, hein. Pour moi, c'est très clair. Demain, un pays comme l'Algérie ou le Maroc, mais surtout l'Algérie, accepterait de vendre, et on le dit beaucoup en plaisantant en Algérie, c'est-à-dire, si on ne veut plus avoir de problème avec la France, il faut acheter une escadrille de Rafale et vous êtes tranquille pendant 30 ans. Regardez les pays qui l'ont fait. C'est plus une question de droits de l'homme, c'est plus une question de démocratie, c'est juste une question que cette escadrille-là vous garantira une protection médiatique, politique et judiciaire, au moins pour une trentaine d'années. Et on voit bien que l'Égypte, un peu comme les Émirats, comme le Qatar, etc., ont vraiment très bien compris aussi cette dimension-là. C'est-à-dire, ça facilite quand même, disons, au-delà de la qualité des produits, ça facilite aussi les liens diplomatiques, politiques, sociaux, hein. L'Égypte, c'est d'abord un pays en pleine émergence, hein, et nos entreprises, je pense, elles ont compris qu'il y avait là quand même un très très gros marché à accompagner, 100 millions de personnes, c'est pas rien, hein. C'est une économie assez ouverte par rapport à celle d'Afrique du Nord. Donc ça fonctionne. Et puis des ressources, l'Égypte, c'est pas l'Afrique du Nord. Il y a le pétrole et le gaz, il y a les mines, il y a le canal de Suez, il y a le tourisme, enfin il y a les services textiles, enfin l'agriculture. C'est une économie vraiment diversifiée à ce niveau-là. Je crois qu'aucun, peut-être en plus petit format, c'est le Maroc, mais aucune autre économie de l'Afrique du Nord, y compris la Libye, ne correspond à celle de l'Égypte à ce niveau-là. On a un pays avec 60 000, dit-on, prisonniers politiques, hein, si on regarde les discours des défenseurs des droits humains. Bon, voilà, ça nous met dans des contradictions et des paradoxes qui sont insoutenables. Mais on a d'un côté la voie finalement pragmatique du côté français qui consiste à dire, mais enfin, ce serait une aberration de ne pas accompagner un pays comme ça. Et puis de l'autre côté, on a ceux qui disent, mais le prix quand même humain, démocratique, etc., est extrêmement lourd. Mais ça, c'est nos contradictions. On les a de partout. Quand on est contre le Niger, mais on est très bien au Tchad, il faut expliquer aux populations sahéliennes. C'est vraiment là, il faut vraiment expliquer. Mais on a ça un peu de partout dans notre diplomatie, entre cette idée chaque fois de prétendre à, voilà, à être l'incarnation ou l'illustration de la défense des droits humains, et puis en contrepartie, voilà, on n'a pas ce côté suédois que parfois peut être caricatural, mais qui est de dire, voilà, les Saoudiens violent les droits humains au Yémen, on stoppe notre approvisionnement en armes chez eux, quel que soit le coût. Bon, on n'en est pas là. La convergence d'intérêts, elle est vraiment là entre la France et l'Égypte. Enfin, du moins, avec cette Égypte de Sisi, hein, qui a vraiment très bien compris lui aussi que la France était un pays qui cherchait un petit peu ses repères, hein, un peu compliqués, avec l'émergence de toutes ces puissances aujourd'hui chinoises, russes, turques, etc. Et que donc c'était toujours bon pour l'Égypte d'avoir un partenaire comme la France, tout en privilégiant la Russie, hein. On l'oublie souvent, mais
l'Égypte a fait de la Russie son principal fournisseur. Une centrale nucléaire civile, des contrats d'armement, enfin vraiment, c'est pas rien, quoi. Parce que je crois que le volume, il est autour de 25 milliards de dollars entre la Chine et entre la Russie et l'Égypte. C'est vraiment pas rien du tout. Mais c'est très intelligent de la part de l'Égypte de Sisi de dire, voilà, nous, pour que notre relation avec la Russie soit, entre guillemets, non critiquable, il faut aussi maintenir une relation avec des pays comme la France, etc. C'est pour ça que les Algériens disent toujours en plaisantant, on pourrait continuer avec la Russie, mais il faudrait peut-être en contrepartie acheter quelque chose aussi de très symbolique à la France, etc. Un peu comme le Maroc avait fait avec le TGV. Donc après, ça permet de, voilà, disons, de circonscrire l'incendie de critique. Donc, et beaucoup de pays sont conscients de cela aujourd'hui. Alors, les Tunisiens vous diront, mais nous, on n'a pas d'argent pour acheter. On subit toutes les critiques de tout le monde parce qu'on ne peut rien acheter, en fait. Donc, et ça, c'est une nouveauté dans l'approche des pays d'Afrique du Nord de mesurer le poids des échanges et du commerce des armes dans la fabrique aussi des représentations et de l'opinion. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une très bonne opinion si vous êtes un très bon client militaire, en fait, hein, de l'armement militaire. Voilà, les pays du Golfe ont longtemps joué de ça avec les États-Unis, avec une image qui était plutôt extrêmement attractive, là où sur le plan des droits humains, sur le plan, c'était extrêmement compliqué à gérer, y compris sur le plan sociétal, hein, donc inégalité de genre criante, etc. Mais voilà, en étant le premier client des États-Unis, il n'y avait pas de critique en fait. Donc, à l'échelle de l'Afrique du Nord et de l'Égypte, c'est un petit jeu, mais quand même, c'est un jeu qui commence à être compris et une musique qui commence à être jouée. Voilà, on a compris que ça, il faut un peu jouer par ça, mais tout le monde ne peut pas jouer malheureusement. La Libye jouait très bien jusqu'en 2010. Elle avait très bien compris, notamment après la levée des sanctions que finalement, il fallait vraiment jouer avec tout le monde. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé à faire venir les Chinois, les Russes, les Européens, hein. Il faut se rappeler la tournée de Kadhafi à Paris, à Madrid, à Bruxelles, etc. Il n'y a que les États-Unis qui étaient un peu réticents avec ce retour de la Libye sur la scène internationale. Donc les Libyens ont commencé dans une période de très forte croissance sous Kadhafi jusqu'en 2010 à promettre tous les achats possibles à tout le monde, hein. Moi, j'ai beaucoup suivi ce pays à ce moment-là. Après, ce qui va changer, c'est bien évidemment plutôt, c'est pas tant la Libye qui va changer, c'est notre positionnement. C'est-à-dire qu'on va estimer que ce régime finalement, il est préférable de le changer. Et à partir de là, on entre dans disons, dans une spirale extrêmement compliquée parce qu'on a l'ambition de le changer, mais on n'a pas les moyens de le renouveler. Donc à partir de là, on constate très vite qu'on n'est pas du tout les États-Unis pour aller mettre des hommes, de l'argent, comme ils ont fait en Afghanistan ou en Irak, et prendre 10 ans sur nous pour voir si ça marche ou pas. Nous, dans les mois qui ont suivi, on est tous partis. Parce que ça coûtait trop cher. Il n'y a plus personne qui est resté. Et puis c'était fini. On est passé à autre chose. On est passé, nous, au Mali, hein, avec l'opération Serval, et on a abandonné vraiment la Libye à ce niveau-là. On pensait qu'avec les élections de 2012, sortirait un parlement qui mettrait en œuvre sa transition et qu'une démocratie pourrait poindre en Libye. Bon, rien de tout cela n'est arrivé, donc on ne savait plus vraiment quoi faire. Alors, ensuite, il y a eu un changement de président, une nouvelle orientation politique, on est passé de la droite à la gauche. Du côté de l'Élysée, pourquoi investir dans la Libye alors que c'était une entreprise de Sarkozy? Donc l'inimitié entre les deux présidents a fait que naturellement le dossier libyen est sorti de l'Élysée avec Hollande, et puis arrive ensuite la menace malienne, et donc Hollande s'est plutôt investi sur le Sahel en croyant que finalement il aurait des gains. Et lorsqu'arrive Macron, bah, finalement, il y a tous les problèmes. Il y a le problème libyen, il y a le problème du Sahel, et donc, et dans tous les cas de figure, il n'y a pas de moyen pour y contribuer effectivement. Donc finalement, on a quitté ces zones assez clairement, même si les différentes conférences qu'on a eues à Paris et ailleurs
laissé un peu croire qu'on souhaitait, nous, être un acteur important vis-à-vis de Haftar en particulier. Tous les protagonistes sur le terrain sont, quand même, le rappel, c'est d'abord l'Égypte, c'est d'abord la Russie, c'est d'abord la Turquie qui sont sur le terrain, c'est pas nous. Donc, donc à partir de là, ça complexifie un peu nos marges de manœuvre. Il y a eu un moment, je pense, voilà, d'espoir de voir une Libye démocratique euh, permettre un approvisionnement ou plutôt de faciliter des investissements parce que on était très très loin d'être un acteur majeur en Libye sous Kadhafi, hein, c'était vraiment pas ça. Finalement, l'acteur qui est devenu majeur dans la décennie 2000, c'était la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après Kadhafi, quand on regarde aujourd'hui la Libye post-Kadhafi, même avec deux gouvernements, c'est la Chine qui est redevenue le premier investisseur, le premier acheteur du pétrole libyen. C'est la Chine qui a repris sa place, en fait. Donc, c'est compliqué de lutter contre ce type de dynamique parce que là, on a une hyperpuissance qui se met en place sur le plan économique en comparaison de nos économies à nous. Et la seule équivalence qu'on pourrait offrir à la Libye par rapport à la Chine, ça serait l'Union européenne, mais qui est bien trop divisée, désarmée, et pour pouvoir peser sur un pays comme la Libye. Si notre cheminement, c'est un cheminement vraiment de fusion avec l'Europe, notre voix n'aura plus d'importance. Autant discuter avec Bruxelles. Enfin, ça sera vraiment le bon sens pour tous les pays de la région de se dire, bon, voilà, on pourra avoir des échanges avec la France dans des domaines particuliers, si elle garde sa technologie militaire, s'il y a des domaines dans lesquels elle reste importante. Mais vous voyez bien que l'Afrique du Nord et l'Égypte, c'est pas le Moyen-Orient. Je veux dire, pour le Moyen-Orient, on a des grands groupes, LVMH, etc., qui peuvent vendre tous leurs produits de luxe, etc. Mais ça, c'est pas des marchés qui sont, je veux dire, qui n'ont pas de sens. Donc, soit on arrive à réorienter notre politique et à être beaucoup plus dans le culturel, l'éducatif, la recherche, la santé, les médias. Et dans ce cas, on peut contribuer à notre rayonnement et en même temps créer des liens et en même temps, je dirais, permettre le maintien de ces liens avec ces régions-là. Soit on n'y arrive pas, pour différentes raisons, on n'y arrive pas, et du coup, bah, la santé, ça sera la Chine, la culture, peut-être la Turquie, les études, d'autres pays, l'Inde, etc. Enfin, on voit bien que tout ça est sur le Canada, enfin, tout ça est sur la table, et c'est à nous de savoir vers quoi on veut orienter notre politique étrangère. On a les outils pour en faire quelque chose dans des domaines, que ce soit l'eau avec Veolia, que ce soit l'électricité. On n'est plus une grande puissance industrielle, mais on peut offrir énormément disons, d'avantages. Mais encore faut-il que sur le plan politique, et c'est vraiment important, notre société en France soit disposée, prête et à la volonté d'avoir des liens privilégiés avec cette région, ce qui est très très loin d'être le cas. Enfin, nous, on est plutôt aujourd'hui dans une évolution où nos sociétés ou plutôt envie de fermer la porte à tout cela. Donc ça sera très compliqué en fait. Et donc les portes qu'on ferme, c'est pas fini pour les autres. D'autres portes s'ouvrent et voilà, et ce sont des Turcs, des Chinois, des Russes, des Indiens, demain des Brésiliens. Ou des Italiens ou des Allemands qui tout simplement nous remplacent. Et c'est ça qui d'une certaine manière, un peu dommageable. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas seulement politique, mais c'est aussi notre société. Qu'est-ce qu'elle souhaite aussi comme relation avec ces pays du sud de la Méditerranée? Est-ce qu'elle est prête à les voir autrement que par des menaces migratoires, des menaces terroristes? Voilà. Est-ce qu'elle arrive à sortir du paradigme sécuritaire et se dire, mais c'est aussi de l'autre côté un capital à exploiter, des investissements à réaliser, des échanges, des avantages comparatifs à explorer? Mais c'est un changement radical qu'il nous faut avoir. Et malheureusement, on a le sentiment que c'est pas du tout le chemin qu'on prend.